Alors nous allons un petit peu élargir la focale du microscope et parler des régions. Donc je vais interroger M. Fagnen pour savoir si les régions ne sont pas en reste et quels sont les marchés. Est-ce que les stations balnéaires, est-ce que les stations de montagne tirent aussi leur épingle du jeu de cette crise du Covid? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur l'étonnement que nous avons tous eu de constater les résultats de l'année 2020 et du début 2021. Personne n'aurait juré qu'avec la disparition de la clientèle étrangère à partir de mars 2020, les années, enfin 2020 et début 2021, pouvaient être si belles. C'est-à-dire que la clientèle française a complètement, même plus que cela, compensé l'absence de cette clientèle étrangère qui était évidemment très présente un peu partout, à Paris, sur la Côte d'Azur, dans la montagne, etc. Ça, c'est une première chose. Je crois que voilà, on est à peine remis de cet étonnement. Mais on veut bien être étonné comme ça tous les ans. Hein. Pardonnez-moi, mais une clientèle française avec quand même quelques personnes expatriées. Alors, avec quelques personnes expatriées, nous, chez Sotheby, on constate, bien sûr, les personnes expatriées, les personnes qui revenaient d'Angleterre, comme on disait dans les années 18-19. Finalement, ça existe, etc. C'est relativement marginal. Je veux dire, sur l'ensemble du marché, c'est quand même pas quelque chose de fondamental. Bon, c'est très bien, mais je veux dire, voilà, c'est quand même pas le cœur de la chose. En fait, ce qui est le cœur de tout cela, c'est le changement de philosophie de la clientèle française. Avec le Covid, bon, on l'a dit et redit, mais c'est vrai, je veux dire, la façon de voir l'habitation, la façon de considérer même le mode de vie, tout ça aidé par d'abord les obligations, les confinements, bon, déjà, ça aide, enfin, ça oblige. Le télétravail dont vous parliez, bon, tout ça fait que les personnes ont consciemment ou inconsciemment réfléchi à tout ça. Et donc, il y a eu cette espèce de jeu de domino, enfin, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que les personnes, prenons un exemple, quelqu'un qui a un haussmannien à Paris de 90 mètres carrés, il commençait à rêver à plus grand avec des extérieurs. Celui qui avait un appartement plus grand avec des extérieurs, mais commençait à se dire, finalement, allons dans l'Ouest, achetons une belle maison, enfin, dans l'Ouest plus ou moins proche, l'Ouest de Paris, achetons une belle maison avec du jardin, avec des terrains, bon. Il y a eu un petit peu ce glissement des mentalités qui va d'ailleurs jusqu'aux résidences secondaires et bien sûr le rebond que l'on constate sur les résidences secondaires. Alors votre question qui était, est-ce que c'est partout en France? Oui, c'est partout en France, avec des nuances, parce que par exemple la montagne, la Savoie, enfin les stations de montagne qui étaient fermées pendant un certain temps pendant l'hiver, ça n'a pas facilité les choses, mais malgré tout il y a un rebond spectaculaire depuis quelques mois, depuis la fin de l'année, quatrième trimestre 2020, donc depuis 6-8 mois, concernant la montagne. Alors, dû aussi à un certain nombre de choses, aux promoteurs qui continuent les programmes qui avaient déjà commencé à croître avec les modifications des PLU, qui ça remonte donc déjà quelques années, mais là, ça continue de plus belle. Et puis, bien sûr, les résidences secondaires surtout, en montagne, c'est surtout des résidences secondaires. C'est exceptionnel, sauf peut-être à Megève. On constate Megève qui devient une station habitable à l'année. Bon, mais globalement, ça reste les résidences secondaires. Et là, effectivement, avec une recherche un petit peu différente, un peu plus d'isolement, un peu plus de qualité, un peu plus... Voilà. Mais que ce soit en montagne, que ce soit dans les autres régions, même sur la Côte d'Azur, où les étrangers représentaient 50-60% de la clientèle, aujourd'hui 10%, le phénomène est le même. Et sur la Bretagne? Alors sur la Bretagne, il y a ce glissement que j'évoquais tout à l'heure qui existe. La Bretagne bénéficie surtout des résidences secondaires, des appels exclusivement, enfin quasi exclusivement parisiens. C'est-à-dire 6 appels sur 10 en Bretagne, c'est des appels qui viennent de Paris. Donc il y a une ruée vers l'ouest. Il y a voilà. Il y a vraiment ce transfert vers l'ouest et c'est une recherche aussi un peu plus qualitative, soit de la maison, la résidence secondaire classique à quelques kilomètres des plages, mais auxquelles on peut accéder à vélo par exemple, soit carrément les belles villas, les pieds dans l'eau, avec accès direct à la plage. C'est clair que là, les prix ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on les trouve. Absolument. Là, on va une résidence secondaire, un petit peu en arrière, ça va être autour de 800 000 € par exemple. La villa, les pieds dans l'eau avec accès à la plage, on est à 2-3 millions.
Oui, en Bretagne. La compétition est rude. Oui. Voilà. Mais sinon, les zones, puisque l'on parle de Bretagne, ben les zones restent un peu les mêmes. C'est la zone sud-atlantique, hein, finalement. Hein. Ça rejoint la ruée vers l'ouest dont on parlait. C'est-à-dire le sud Finistère, le golfe du Morbihan, la Baule, à bout de la Bretagne, la Baule également. Donc voilà, donc c'est un peu général. Toute petite question supplémentaire. Est-ce que vous avez, au sein du réseau Sotheby's, effectué des visites virtuelles à distance ? Alors, on a effectué des visites virtuelles. Ce qui est très... Ça a fluidifié les transactions ? Alors, ce qui est très intéressant, les visites virtuelles, c'est que ça permet de dégrossir, si je puis dire. C'est-à-dire que, voilà, on montre des biens et tout de suite, la personne dit, le client dit non, ça ne va pas. Donc, ça économise beaucoup de visites pour tout le monde, pour les agents Sotheby's et puis également pour les clients. Ils se déplacent plus pour rien. Par contre, dès qu'ils ont, ils ont remarqué un bien, là, on fait la visite. Sélection. Donc, c'est une très bonne chose. Et c'est une chose qui devrait d'ailleurs continuer. Perdurer. Parce que ça économise du temps et beaucoup de choses à tout le monde. Parfait, merci. Monsieur Fagnen, est-ce que vous avez constaté cette compétition et des marchés qui sont un peu victimes de leur succès avec des stocks qui se réduisent avec un peu de chagrin ? Oui, alors d'une manière générale, bon, si on revient un petit peu en arrière, il y a eu du stock qui s'est constitué dans les années 2010 à 2017. En gros. Donc il y avait du stock. À partir de 2017, Paris d'abord, mais en France, le stock a commencé avec la reprise de l'activité, des transactions, le stock a commencé à baisser. Et c'est vrai qu'on arrive un petit peu en bout de stock. Alors, différemment suivant les régions, bien sûr, on arrive un petit peu en bout de stock. C'est pour ça que les acheteurs ont peut-être la notion qu'il est nécessaire d'acheter maintenant. Parce que quand on arrive en bout de stock, les prix vont suivre, vont flamber. Donc, et certains vendeurs qui ont leurs biens depuis un certain temps sont aussi peut-être prêts à vendre. Mais on arrive un peu au bout de cette logique. Et pour revenir sur le très haut de gamme, on peut se poser la question de savoir ce qui va se passer ou comment ça va se passer le jour où les étrangers qui ont des capitaux importants vont revenir en France et acheter massivement en France, enfin massivement, d'une manière importante comme avant. Là, ça va tendre le marché probablement d'une manière très, très importante. Donc voilà, en conclusion, juste, c'est, voilà, pour les acheteurs et les vendeurs, c'est peut-être le dernier moment ou les derniers moments où il faut, dans des bonnes conditions, vendre ou acheter. Merci, très rapidement. Alors très vite, je vais revenir un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure. Vous savez, moi je suis très confiant sur le long terme, évidemment. Et je dis souvent que le prix du marché de l'immobilier en France depuis 1900, on monte loin, a été multiplié par 10 000. Alors ce chiffre, ce nombre tient compte bien sûr du 1er janvier 60 et du 1er janvier 99, c'est un changement de monnaie, ne tient pas compte de l'érosion monétaire de l'ordre de 2000, 2010, pendant cette période. Donc l'immobilier a été multiplié par 5 et à Paris par 12. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui achète un haussmannien à 1 million, il l'aurait payé à peine 100 000 euros, toutes choses étant égales par ailleurs, en 1900. Alors certes, il peut y avoir, par segment de marché, il peut y avoir par certaines périodes, évidemment, on l'a connu, des hausses, des baisses. Sur le moyen et le long terme, il n'y a aucun doute, l'immobilier, ça reste la valeur refuge idéale. Très bien, la pierre gagnante à tous les coups. Alors, on va prendre une dernière question, si vous voulez bien, qui est adressée à M. Didier Fagnen de Sotheby's. Est-ce qu'il y a des marges de négociation encore aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut acheter vite et cher ? Alors, bon, la négociation des biens, c'est un phénomène permanent qui a toujours existé et qui existe encore. Je dirais, cette négociation forte existe sur les biens de très haut de gamme, ça c'est sûr, des biens à 30 ou 40 millions, bien évidemment. Il y a des offres nettement en dessous qui après se discutent. Bon. Sur les biens... Pourtant, on dit souvent, plus c'est gros, mieux ça passe. Non ? Oui, mais vous savez, oui. C'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, il y a des négociations du prix et il y a des négociations de la commission sur les biens de très haut de gamme. Alors évidemment, on arrive à des commissions, 5% sur 40 millions, ça fait une somme importante, c'est clair, mais ça, c'est négocié finalement peut-être plus à ce niveau-là. Dans l'intermédiaire, dans les biens de prestige, il y a des négociations, je dirais, habituelles, ni plus importantes, ni plus faibles qu'auparavant. Voilà.